Bon après-midi à tous nos internautes et à tous les abonnés qui nous suivent et bienvenue à l'acte 7 de Camtel Digital Talk. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du e-learning. Nous sommes au lendemain du 5 octobre, jour de la fête de l'enseignant. Nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire. Quoi de mieux que d'aborder cette thématique à l'ère du numérique, de savoir quel est l'apport du e-learning dans notre environnement. Et pour aborder ce thème, nous avons l'honneur de recevoir trois hautes personnalités et au milieu d'eux, une jeune dynamique qui bientôt demain sera peut-être aussi une haute personnalité du domaine digital. Je m'en vais de ce pas déjà présenter le panel de cet après-midi. Honneur aux dames, je vais être galant. Elle est country manager de l'entreprise Toutri. C'est une application de e-learning qui permet de mettre en relation les parents, les élèves et les enseignants. Elle s'appelle Audrey Ekolo. Bon après-midi, Audrey. Merci, bon après-midi Lionel, et à tous d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, merci. À côté d'elle, il y a un des premiers senior managers africains de Microsoft. Il a été premier président de l'université virtuelle africaine basée à Nairobi. Nous avons l'honneur de l'avoir aujourd'hui avec nous. Il est promoteur de l'Ocean Innovation Center à Kribi. J'ai nommé le très célèbre M. Jacques Bonjao. Bon après-midi, M. Bonjao. Merci, bon après-midi à vous. Et pour l'accompagner, vous l'avez sûrement écouté entre deux sommités, les échanges tout à l'heure d'entrée de jeu. Il y a un internationaliste, un panafricaniste, auteur de plusieurs livres, comme les livres de Cheikh Anta Diop, sur Thomas Sankara, sur Barack Obama, sur Muammar Kadhafi. Il est vice-recteur à l'université de Yaoundé 2. Son CV est grand comme un baobab. Nous avons l'honneur de l'avoir aujourd'hui avec nous. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Lionel Biandieu. Bon après-midi à tous mes copanélistes de cet après-midi. Merci. Et on ne saurait donc aborder cette thématique, avoir un panel de qualité, sans avoir une ressource, un haut cadre qui contribue à construire le nouveau Camtel dans lequel tous les Camerounais rêvent. Il est chef de pôle technique de la Business Unit Transport à Camtel. J'ai nommé docteur Alain Até. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Lionel. Et je voudrais, si vous me permettez, dire mon honneur d'être dans un panel aussi riche. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, vous l'avez présenté, notre aîné Jacques Bonjao, qui nous a ouvert les voies des TIC, et bien évidemment Audrey, qui est une jeune pousse que nous suivons particulièrement. Merci. Merci. Merci, docteur. Alors, c'est quoi l'apport du e-learning dans notre environnement? Nous sommes à l'ère du numérique, Merci. La quatrième révolution industrielle. Pour lancer le décor, j'aimerais passer la parole déjà d'entrée de jeu avec sa casquette de vice-recteur, d'universitaire, de professeur, professeur Jean-Emmanuel Pondy. Quels peuvent être vos propos au sujet de ce thème? Merci bien, Lionel Biandieu. Je dirais que le e-learning peut être considéré comme une chance de plus pour l'Afrique pour pouvoir faire un saut qualitatif et même quantitatif vers l'accumulation des savoirs et ne pas passer nécessairement par les mêmes cases que les autres. L'apport du e-learning pour moi serait amener la connaissance au plus près de nos apprenants et amener ces derniers également à s'ouvrir vers de nouvelles technologies. Et je pense que le e-learning a à la fois des côtés positifs, mais aussi quelques dangers qui peuvent se présenter.
de par sa présence et de par son utilisation. Je commence par le e-learning, c'est-à-dire tout ce qui concerne la transmission des connaissances de façon électronique et à distance, donc le téléenseignement, c'est comme ça que moi je le définirais, a des aspects très positifs. Tout de suite, on peut avoir un accès à un monde illimité de savoir, les connaissances dans tous les domaines et avec une profondeur inouïe, telle que nous ne l'avions jamais eue quand nous étions des étudiants, il y a de cela une trentaine, quarantaine d'années. Alors qu'aujourd'hui, la somme, la densité des savoirs, la profondeur des connaissances, elle est inégalée. Et ça, je pense qu'on peut en faire un bon usage. Par contre, le danger de l'e-learning, pour nous les Africains, réside dans le contenu de ces savoirs. Il y a une possibilité de ne pas maîtriser le contenu et d'avoir une externalisation de cette connaissance qui fait que nous sommes encore davantage extravertis parce qu'on n'aura pas mis le type de connaissances dont nous avons besoin pour résoudre nos problèmes ici en Afrique, dans notre culture et selon nos modes de pensée. Donc, il y a un danger si nous ne travaillons pas sur les contenus. Et je voudrais rappeler que Jacques Bonjao, qui est l'un des panélistes, a sorti tout un ouvrage, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, où il parlait du téléenseignement, de la télémédecine, de l'agriculture par les moyens électroniques et tout ça. Et je voudrais inviter les décideurs de nos États à s'intéresser à toutes ces contributions, précisément. Et le problème que nous avons aujourd'hui, je terminerai par c'est que nous pensons que les solutions sont toujours externes à l'Afrique. Alors qu'en réalité, nous avons à l'intérieur de notre continent toute la palette des savoirs. Il suffit de savoir les contextualiser et de chercher des réponses à nos problèmes ici et maintenant. Donc, à mon avis, le téléenseignement est une bonne chose en gros, mais peut présenter des dangers si le contenu est extraverti, qui n'a rien à voir avec nos mœurs, nos coutumes et nos valeurs, et ça va donc fragiliser davantage les Africains. Il faut donc que nous arrivions plutôt à densifier notre personnalité, à puiser dans notre culture pour partager notre culture, la faire connaître au reste du monde, la faire apprécier par le reste du monde, la vendre au reste du monde. Et ainsi, nous aurons des personnes qui sont plus équilibrées et plus aptes à avancer. Voilà un peu ce que je dirais. Ok, merci, prof. Une question. Oui. Je sais aussi que derrière toutes vos activités, il y a la chaire que vous présidez. Est-ce que par rapport à ces enjeux de e-learning et de l'offre que vous proposez, peut-être c'est l'occasion de dire un mot un peu sur cette chaire. Est-ce que tous ces éléments de contenu contextualisé sont pris en compte? Justement. Alors, quand on regarde, par exemple, on parle de la francophonie, c'est un exemple. Bon, ils ont des aspects, la défense de la langue française et tout, c'est vrai. Mais ils ont un autre aspect qui devrait nous intéresser davantage. C'est la défense de la diversité culturelle. Et moi, personnellement, c'est ce volet qui m'intéresse le plus. Comment les prendre au mot? Comment ils doivent défendre le bambara, le bamileke, le fufulde, le bassa, toutes ces langues-là. Comment est-ce que, à partir d'un paradigme comme ça, on peut effectivement faire en sorte que nos valeurs, nos langues soient disséminées à travers le monde? Et l'idée qu'on a, en tout cas nous les africanistes, les panafricanistes, c'est de dire une langue panafricaine, transafricaine comme le swahili, doit être enseignée partout. Et comme ça, nous allons ouvrir l'Afrique aux Africains et nous allons ouvrir l'Afrique à la culture africaine. On n'enlève aucune langue, on ajoute une seule. Et on fait que, en gardant toutes les autres, on va disséminer une à travers toute l'Afrique et ça sera en fait une approche culturelle transafricaine et panafricaine. Voilà un exemple.
On peut utiliser la francophonie, pas dans le sens simplement de faire prévaloir le français. Mais en fait, la diversité culturelle serait, notre point d'intérêt premier. Voilà, c'est un exemple. Merci, prof. Le prof l'a dit, le e-learning a son importance. Mais il faut surtout contextualiser, avoir du contenu local, se réapproprier notre histoire, nos valeurs, nos acquis et mieux les faire partager et les enseigner aux plus nombreux, aux plus jeunes. À côté de ça, il a été quand même un pionnier. Il a été premier président de l'Université virtuelle africaine, porté par Microsoft à l'époque. Monsieur Jacques Bonjaro, votre propos, nous vous écoutons. Merci, Monsieur Biange. Je commencerai d'abord par remercier tous les panélistes qui ont accepté d'avoir cette discussion avec moi. Et je me dois de dire que je suis très satisfait de la définition, ou en tout cas de la vision que le professeur Pondi vient de présenter, sa vision à lui du e-learning. Il me semble que en bon universitaire, il a su simplifier la définition du e-learning de telle sorte que le commun des mortels puisse s'y retrouver. Globalement, je suis en phase avec les aspects du e-learning qu'il a évoqués, en particulier l'accès à une multitude à l'international de contenus. C'est vrai qu'il faudrait dire que lorsque nous lancions l'Université virtuelle africaine, beaucoup pensaient que le contenu, on irait le chercher qu'en Occident. Eh bien, ce n'est pas uniquement en Occident, et je crois d'ailleurs que c'est à ça que le professeur Fondi voudrait faire allusion. On peut trouver du bon contenu en Afrique. Bien sûr. Il y en a en Occident, mais on peut en trouver au Sénégal, on peut en trouver au Niger. C'était ça l'idée de fédérer justement tous ces accès pour permettre le e-learning. Il a aussi évoqué dans les aspects négatifs cette histoire j'allais dire, d'acculturation. On a tendance à s'externaliser. Ça, c'est vrai. Nous avions aussi ce souci dès le départ. Du côté positif, j'aimerais simplement ajouter un élément, c'est à savoir celui du coût. C'est-à-dire qu'avec le e-learning, les coûts sont relativement faibles. Et c'est en tout cas ce que nous appliquions à l'Université virtuelle africaine. C'est-à-dire que pour un cours ou pour un cursus que vous pouvez aller suivre à l'étranger qui coûterait, on va dire, 10 000 $ l'année, vous pouvez rester sur place, même au fin fond du Niger, et suivre le même enseignement pour une somme beaucoup moindre, peut-être même moins de 500 $. Voilà. Donc, c'est un aspect qui n'est pas du tout négligeable, s'agissant précisément de nos pays africains. Il faut prendre en considération cet aspect-là. Je dirais même qu'il peut être primordial. C'est ça justement qui permet de donner accès au plus grand nombre. Et c'est précisément la problématique. Il ne suffit pas de créer quelques élites et leur donner un enseignement de qualité. Il faudrait que cet enseignement puisse se généraliser. Et c'est tout le sens du e-learning. OK. Merci, M. Jacques Bonjaro. C'est très édifiant. À côté de la problématique d'avoir du contenu local, il est important de retenir que le e-learning permet d'avoir des coûts réduits et permet surtout de démocratiser l'enseignement et de toucher les populations au plus profond de leur coin, dans les zones rurales et les zones les plus reculées. Nous avons un exemple parmi nous d'une jeune start-up qui s'est dit « Nous devons apporter notre contribution à cette dynamique de transformation de l'enseignement par le digital. » C'est l'application Toutri, représentée aussi par Audrey Ekolo, son country manager, à qui je passerai la parole pour son propos. Audrey, nous t'écoutons. Ton micro. Merci beaucoup, Lionel, et je vous réitère mon plaisir d'être des vôtres aujourd'hui.
Effectivement, je suis membre de l'équipe fondatrice de la start-up Toutri et dirigeante de sa première filiale africaine, Toutri Cameroun, sachant que nous allons en fait sur une approche maison mère filiale avec une prochaine filiale en Côte d'Ivoire. Donc, le projet Toutri, en fait, il a vu le jour en 2015, donc il y a 5 ans de cela, avec le fondateur Olivier Angué, qui est également camerounais comme moi. Et nous avons en fait créé ce projet, en fait, s'est concrétisé par la création du réseau éducatif et social Toutri, qui permet aujourd'hui d'interconnecter la communauté éducative et de mesurer l'apprentissage, c'est-à-dire le niveau d'assimilation des connaissances et des compétences également au terme de chaque leçon, donc vraiment leçon après leçon. Donc, aujourd'hui, en fait, il s'agit d'un véritable outil pédagogique qui est utile tant pour l'enseignement à distance que pour l'enseignement en présentiel dans les secondaires et dans les supérieurs. La mission derrière Toutri, en fait, c'est de permettre de réduire le taux de décrochage scolaire et d'accroître les niveaux d'apprentissage en Afrique, ayant déjà perçu cette faiblesse, en fait, dans notre système éducatif au niveau du suivi pédagogique des apprenants. Donc, en fait, via Toutri, en fait, nous venons renforcer le suivi pédagogique des apprenants grâce à des statistiques de mesure de l'apprentissage en temps réel. Donc, nous allons en fait sur le concept de la virtualisation des établissements, ou un établissement, par exemple, comme celui de Yaoundé 2, est reconstruit en fait virtuellement tel qu'il se présente en temps réel avec toutes ces salles de classe, ce qui permet donc à chaque étudiant d'être dans sa classe avec ses camarades. Le professeur, lui, il est dans les classes où il enseigne uniquement pour les matières concernées. Le parent d'élève, c'est également, il est inclus dans la boucle par l'administration. Il suit son enfant et il suit également les informations en provenance de l'établissement. Et enfin, vous avez l'administration qui a donc un droit de regard sur tout. Donc, c'est un concept en fait que nous avons déjà pu implémenter dans plusieurs établissements, dont l'Université catholique d'Afrique centrale, qui a été l'établissement pilote dès le mois d'octobre, et également le Collège Liberman et le lycée technique de Douala-Koumassi durant la période du confinement. Donc, je m'en vais en fait partager avec vous quelques visuels de l'application pour que vous ayez une vision concrète de ce dont nous sommes en train de parler. Document. Donc, déjà, avant toute chose, je tiens à préciser en fait que Toutri se présente aujourd'hui sous la forme de 4 applications interconnectées. Donc, vous avez Toutri pour l'apprenant, vous avez Toutri Teacher pour le professeur, vous avez Toutri Administration et enfin, vous avez Toutri Parent. Donc, avec l'application Toutri que je vous présente maintenant, il s'agit là actuellement de l'application Apprenant. Via son application, en fait, qui est mobile également web, l'apprenant a accès dans sa salle de classe virtuelle à une bibliothèque qui lui permet donc d'avoir accès à ses cours ou encore à des livres ou bien à toutes sortes de documentation sous tout type de fichiers, ça peut être audio, vidéo. Donc ici, justement, nous sommes partis sur le principe où nous ne voulions pas amener nous-mêmes du contenu, sachant qu'effectivement, nous sommes dans un contexte où il est important de contextualiser le contenu. C'est la raison pour laquelle nous donnons la latitude, en fait, à chaque établissement, chaque enseignant, d'enrichir en fait la bibliothèque numérique, partager ainsi tout type de documents et de sorte que les documents présents dans chaque bibliothèque numérique répondent vraiment aux réalités de l'établissement en question. À côté, vous avez un mur d'entraide qui permet donc aux apprenants, lorsqu'ils ont des difficultés sur les cours qu'ils reçoivent, en fait, de pouvoir déclarer leurs incompréhensions de manière même anonyme s'ils le souhaitent. Parce que derrière également la possibilité de faire de l'enseignement à distance, nous avons également voulu permettre de renforcer le suivi de l'apprenant grâce notamment à la possibilité pour l'élève, l'étudiant qui reçoit dans son cours, par exemple, qu'il soit à Douala et que son professeur est à Bafoussam, qui puisse, en cas de difficulté, poser ses questions et recevoir donc de l'aide de la part de ses camarades de classe ou encore ses enseignants et ses aînés académiques. Et qui permet donc de renforcer en fait l'interactivité entre les membres de la communauté éducative. Vous avez également la possibilité d'évaluation en ligne ou bien de partager des informations via le babillard numérique de l'école qui vient donc permettre de fluidifier la communication au sein de l'établissement. Via son application Toutri Teacher,
que je vous présente là, l'enseignant, il a accès donc à ces statistiques-là sur la compréhension de ces matières, en fait, leçon après leçon. Il peut partager des cours via la bibliothèque numérique à laquelle il a également accès, et avec aussi son application, il peut évaluer ses apprenants avec des QCM, donc les évaluations en ligne. L'administration, de son côté, a la possibilité, comme je le disais, d'avoir une vue d'ensemble, vraiment des données au niveau de tout l'établissement qui lui permettent notamment de consulter des statistiques d'évolution de l'apprentissage pour chaque formation et pour chaque classe, de vérifier est-ce que les cours ont bien lieu, est-ce qu'ils sont bien appropriés par les apprenants, communiquer les bulletins, suivre les présences, etc. Et également communiquer directement avec tous les membres de sa communauté éducative. Et enfin, vous avez l'application Parents qui permet donc aux parents à son niveau de suivre les difficultés et la progression de son enfant pour chaque matière, recevoir ses notes, ses exercices, ses devoirs, ses bulletins, où qu'ils soient, être notifié de la présence de son enfant en classe et enfin recevoir toutes les informations sur l'établissement de son enfant. À venir, d'ici le mois d'octobre, nous aurons également la possibilité, en plus de recevoir donc des cours via la bibliothèque numérique, d'avoir des cours directement en live, en direct, directement depuis l'application Toutri, pour permettre de renforcer donc cette interactivité entre les différents intervenants. Donc, en fait, comme vous avez pu le comprendre, nous avons en fait essayé de recréer un écosystème qui permet de mettre en réseau la communauté éducative et de permettre non seulement l'enseignement à distance, mais également le suivi de l'apprentissage et la mesure de cet apprentissage-là en temps réel. Donc, à côté de la mise à disposition du différents contenus, vous avez donc cette interactivité qui est importante, là, qui permet notamment en temps de crise, par exemple, que l'enfant, où qu'il soit, même s'il est chez lui, il puisse continuer à être suivi de manière convenable par ses enseignants, également par l'administration et même le parent, où qu'il soit, pouvoir toujours être impliqué dans le suivi de son enfant. OK, merci Audrey. Je pense que les aînés ont vu déjà ce que la jeunesse apporte comme solution pour accompagner donc la digitalisation de l'enseignement. Mais rien de tout ça ne peut être possible sans un opérateur télécom. Je m'en vais ainsi donner la parole au Dr Até pour qu'on sache un peu, du point de vue de Camtel, en tant qu'opérateur bras sécurité de l'État, qu'est-ce que Camtel a pour accompagner le e-learning au Cameroun? Merci Lionel. Je voudrais d'abord partir de la définition du professeur Jean-Emmanuel Mpondi. E-learning, j'ai compris que c'était l'opportunité ou la possibilité d'amener la connaissance au plus près des apprenants. Comment? Effectivement, c'est là la perspective des télécommunications. Et si vous permettez, je voudrais faire une petite digression. Hier soir, en écoutant les informations, j'ai été interpellé sur tous les reportages sur la rentrée, avec le système de mi-temps qui est mis en place pour permettre des mesures de distanciation scolaire, je ne sais pas, en salle de classe. Et donc, il y aura un système de mi-temps qui fera que nous aurons des élèves qui feront un cycle matinal et d'autres un cycle après-midi. Voilà, je me suis posé la question, mais enfin, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une autre solution? Mais ce n'est pas facile. Une autre discrétion, c'est que pendant le pic du Covid, quand le Covid a commencé ici chez nous, on a arrêté les salles, on a arrêté les cours en présentiel. Et mon fils, qui est dans un collège réputé de la place, il me dit « Ah, papa, nous allons commencer à suivre des cours à distance, il faut que j'ai une connexion, etc. » Et le premier jour, le système s'est écroulé. Alors, il a essayé de se connecter. Et ce qui était curieux, c'était une interrogation. Comment ça allait se passer? On leur envoie l'interrogation 30 minutes avant. Ils composent, ils scannent et ils envoient leur sujet. Le système s'est écroulé et finalement, il n'a pas pu suivre son enseignement à distance. En fait,
Si je dis tout ça, c'est pour pouvoir mieux mettre en exergue l'apport des télécommunications. Quand on parle du e-learning, de l'université virtuelle, c'est un ensemble de solutions. Il y a les plateformes dont a parlé Tutri, une plateforme qui permet de gérer le suivi, etc. Mais il y a aussi le réseau qui permet aux usagers, aux apprenants de se connecter à la plateforme. Et c'est là où les réseaux de télécommunications vont intervenir, donc à travers le haut débit qui est le large bande. À ce niveau, Camtel et les autres opérateurs ont des solutions. Par exemple, quand vous avez votre connexion 3G, 4G, c'est une possibilité qui vous permet donc, qui vous est donnée de vous connecter à un coût réduit à une plateforme qui peut être à Londres, à Yaoundé, etc. Il vaudrait mieux d'ailleurs qu'elle soit à Londres. À ce niveau aussi, Camtel offre des possibilités à travers un data center de classe mondiale qu'elle vient d'implémenter à Zamongui. J'invite Audrey à visiter cette plateforme, le data center de Camtel à Zamongui. Il y a là donc une possibilité d'héberger vos contenus d'enseignement localement. Et là, ça donnera une meilleure qualité de service aux usagers. Car pour que l'apprentissage se passe dans de bonnes conditions, il faut que l'apprenant puisse avoir accès facilement, qu'il y ait une interaction, l'université virtuelle par exemple. Donc, quand on passe de classe virtuelle, il y a un certain nombre de contraintes, la synchronie. Hein. Le professeur parle, l'apprenant réagit, donc il y a ce système-là qui est important. Et dans ce cas, une connexion locale, un système qui est autonome au niveau de notre pays permet donc d'apporter la connaissance à distance avec une meilleure qualité de service. Je voudrais aussi, peut-être pour fermer mon propos, réagir sur deux aspects que aussi bien le professeur Jean-Emmanuel Pondi que Bonjao ont soulevé, c'est la diversité. La diversité des connaissances, pas seulement des connaissances livresques, mais également toutes les connaissances culturelles. Et là aussi, les solutions que nous offrons permettent cette diversité. On dit que Internet doit être quelque chose qui soit neutre, ouvert à tous les contenus. Et à notre niveau, au niveau de Camtel, nous offrons cette possibilité en permettant aux différents usagers, qu'on soit d'un opérateur X ou Y, Camtel a un réseau ouvert qui donne la possibilité à l'usager final de se connecter, par exemple, à un contenu qui serait dans un data center. Et moi, j'étais vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais vraiment souligner l'importance de cet aspect de diversité. Et ça me fait penser un peu à Édouard Glissant dans son Tout Monde, donc un monde qui est ouvert à tout, la diversité. Et vraiment, professeur Jean-Emmanuel Pondi, je suis très attentif à tout ce que vous faites et vraiment, j'avais un peu de frisson quand je vous ai entendu parler de cet aspect-là, même le professeur Jacques Ponjao, sur cet aspect de diversité et que les réseaux de télécommunications permettent de promouvoir d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dr. Até, pour ce propos édifiant sur ce que Camtel dispose comme infrastructure technique, technologique pour accompagner le e-learning. Avant de passer à la phase de questions-réponses, parce que déjà, il y a beaucoup de questions qui jasent, je sais que le professeur Jean-Emmanuel Pondi a une obligation. Donc, on commencera donc par la vague de questions qui se concernent directement pour pouvoir apporter des réponses aux internautes. Yvan? D'accord. Oui, Lionel, bonjour. Allô? Oui, tu peux donner les questions du prof. OK.
Professeur, il y a 2 questions pour vous qui sont revenues. La première, c'est comment limiter les dégâts du e-learning dans notre société? Et la deuxième question, pouvons-nous dire qu'avec le e-learning, nous, Africains, pouvons atteindre un accès inégalé aux standards internationaux? D'accord. OK. Très bien. La première question, je dirais, comment limiter? Il faut qu'il y ait des normes que nous-mêmes nous fixons et qui correspondent à nos valeurs. Je crois que c'est très important. On ne peut pas toujours jouer les seconds couteaux, essayer de s'ajuster, essayer de suivre les autres, essayer de se conformer à ce que les autres ont déjà défini comme étant les normes. Les normes pour eux, certes, mais pas toujours les normes pour nous. Il peut y avoir convergence, c'est normal, mais il peut aussi y avoir divergence, c'est tout à fait compréhensible aussi. Donc je pense qu'on ne doit pas toujours avoir la relation du cheval et du cavalier, où l'un est toujours dessus et l'autre est toujours en bas. Donc ça veut dire qu'il nous faut de l'audace, il nous faut de l'inventivité, il nous faut de l'innovation. Et il nous faut surtout connaître notre propre société pour savoir ce qu'il faut y faire pour avancer selon nos propres termes. Et donc, ça demande un travail énorme. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne suis pas en train de proposer une solution de facilité, non. Il faut vraiment que nous nous remettions au métier. Alors, limiter les dégâts, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Je ne pense pas qu'on puisse se développer en se désafricanisant. Je ne pense pas que ce soit possible. Au contraire, le développement pour moi, c'est une modernisation de notre africanité. C'est ça que j'entends par développement. Mais ce n'est pas en substituant quelque chose d'autre à ce que nous sommes réellement que nous serons des gens qui avancent. Je pense qu'on va avancer de manière déséquilibrée et on sera perdu. Donc, il faut qu'on ait un socle qui nous permet de nous consolider. Bon, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, vous avez posé la question de savoir, je suppose, enfin, ce n'était pas loin de cette préoccupation, c'était, est-ce qu'il y a je crois, des limites, hein? Est-ce que, bon, pour moi, quand on parle de e-learning, je vois des domaines dans lesquels nous devons d'abord nous focaliser. Pour qu'il y ait de l'électricité, il me semble qu'il est important d'aller vers des sources d'énergie renouvelables, comme par exemple le soleil, c'est-à-dire l'énergie solaire. Parce que le soleil brille sur tous les villages. Mais il n'y a pas l'eau dans tous les villages, par exemple, de l'extrême nord, disponible. Donc, je crois que si on faisait cela, l'électrification rurale gagnerait à avoir ce type de source-là, ou éolienne, ou solaire. Je crois que ce serait déjà une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas parler d'e-learning s'il n'y a pas d'électricité, par exemple. Je ne pense pas. Je ne sais pas si Jacques va me démentir, mais je crois que c'est un peu difficile. Bon. Maintenant, je crois que le contenu de ce que nous enseignons, l'agriculture est fondamentale. Si vous n'avez rien à manger, vous ne pouvez parler d'aucun développement. Et même la dignité. Il n'y a pas de dignité pour le mendiant perpétuel dans le monde. Ça n'existe pas. On ne respecte pas celui qui est toujours dans une posture de mendiant. Donc, je crois qu'on doit tirer des leçons des 60 premières années et remédier aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dernier point que je voudrais ajouter, c'est que il ne suffit plus pour les Africains de lister leurs biens. Le bois, le cuivre, le diamant, l'or, tout ceci ne sert strictement à rien tant que nous n'investissons pas dans le facteur qui peut changer tout cela pour transformer nos vies, pour que nous vivions mieux. Personne ne mange le diamant, personne ne mange le bois, personne ne mange le cuivre ou l'or. Mais nous devons donc investir dans le savoir et la connaissance. Or, nous sommes réticents à le faire. Depuis 60 ans, nous donnons la portion congrue à nos ministères, par exemple, de la recherche. Ce sont des portions congrues.
Il ne peut pas y avoir de développement aujourd'hui dans le monde si nous n'investissons pas lourdement. Et j'insiste sur le terme lourdement dans le domaine de la connaissance, du savoir. Et le e-learning, c'est cela. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire de manière ramassée pour répondre en gros aux préoccupations des uns et des autres. Merci. Ok, merci, prof. J'ai une dernière question, toujours à ton endroit. Un internaute demande, c'est quoi les conditions pour intégrer la chaire Léopold Sédar Senghor que tu diriges? Bon, en fait, c'est une chaire délocalisée. C'est-à-dire, c'est une chaire de l'Université de Lyon 3 qui se fait au Cameroun, à l'IRIC. Donc, au lieu d'aller là-bas, au lieu d'aller en séjour là-bas, etc., tout se fait ici sur place, mais avec la contribution des enseignants de là-bas et la contribution des enseignants de l'IRIC. Alors, c'est un exemple, justement, où on peut nous-mêmes exporter notre culture. C'est-à-dire que rien n'empêche aux Africains d'aller enseigner l'Afrique aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Union européenne, en Amérique latine. Rien n'empêche les Africains de le faire. Autant nous sommes disposés à le faire pour les autres, autant nous avons le devoir aussi de faire connaître l'Afrique dans le monde entier. Et les valeurs africaines s'imposent d'elles-mêmes déjà, puisque sans l'Afrique, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sans l'Afrique, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je crois que ces dimensions, nous pouvons les positiver et les porter et les incarner. Je répète toujours que le monde entier est afrodescendant, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde part d'ici. Et c'est ainsi. Ce n'est pas une question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est ça l'histoire de l'humanité. Merci, prof. On retient que le monde entier est afrodescendant. Oui, c'est une évidence. Ça doit guider, ça doit driver les contenus et les connaissances que nous devons mettre en avant dans le e-learning Made in Africa for Africa. Exactement. Je vais devoir m'excuser auprès de tous les autres panélistes, mais j'ai une obligation tout à l'heure, là, dans quelques minutes, et j'aurais souhaité être là jusqu'à la fin, mais malheureusement, je ne pourrai pas. Donc, je voudrais remercier Camtel pour la confiance. Je voudrais vous remercier tous et dire le plaisir que j'ai eu à être en votre compagnie, à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Plaisir partagé. À très bientôt, j'espère. OK. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir. OK, au revoir. Merci, prof. OK, pas de quoi. Yvan, tu peux aller à la seconde vague de questions. Oui, pour M. Jacques Bonjao, il y a 2 questions également. Le e-learning demande un encadrement, mais seulement les ingénieurs pédagogiques qui constituent cet encadrement. Et la deuxième question, est-ce que les élèves du primaire devront s'arrimer au e-learning également? Très bien. Effectivement, je dirais que je suis pour un e-learning encadré. Parce qu'en effet, si je reviens à ce qu'a dit le professeur Pandi au début de son intervention, il a parlé des dérives éventuelles e-learning. Eh bien, on ne peut prévenir ces dérives qu'avec un encadrement, je dirais, adéquat. Dont l'encadrement, c'est un peu comme un professeur en présentiel, encadre ses élèves. Ce n'est pas du tout différent. Sauf que ici, bien évidemment, avec le volet des télécoms, il faut mettre en place un système qui permette aux acteurs du e-learning d'assurer cet encadrement-là. L'encadrement est extrêmement important. Et je dirais même que je vais faire une digression juste pour revenir à une question qui a été posée au professeur Pandi, à savoir, il a répondu en mettant l'accent sur l'électricité. Effectivement, l'électricité, cela va sans dire, est primordial. Mais au-delà même de l'électricité, je reviendrai aussi sur la question de bande passante que M. Biange et M. Adé, vous-même, vous avez évoqué. C'est vrai, j'apprends les choses que Camtel est en train de faire et c'est très intéressant, mais mettons-nous d'accord que la bande passante est un élément primordial quand on parle de e-learning, c'est-à-dire la capacité, c'est-à-dire le débit, c'est ce que j'entends par bande passante. Le débit, il faut du haut débit
et il faut une connexion fiable. Voilà, on ne peut pas se permettre du e-learning sans avoir une connexion fiable. Cela est extrêmement important. Donc, je tenais à insister là-dessus. Oui, il y a l'aspect électricité. Je suis d'accord avec le professeur Pondy. Il faut penser à des énergies alternatives, comme on dit aujourd'hui. Mais aussi, il y a l'aspect bande passante. S'il est vrai que nous avons fait des progrès, Camtel compris, il faut aussi dire que nous sommes relativement en retard. Pas potentiellement. Quand je dis en retard, je parle précisément des coûts d'accès. Les prix ont baissé, oui, mais quand on nous compare encore à certains pays voisins, on se rend quand même compte que les prix pratiqués restent relativement élevés. Maintenant, l'école primaire, est-ce qu'elle doit s'arrimer aussi au e-learning? Bien évidemment. Ne perdons pas de vue sur le fait que, en réalité, les enfants apprennent la technologie plus vite que les aînés. Ça, il ne faut pas perdre de vue là-dessus. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ainsi. Les enfants apprennent la technologie plus vite que les autres. Donc, il faut profiter de cette disposition d'esprit, de cette faculté, si je puis dire, pour justement créer des contenus qui leur permettent, de s'arrimer au savoir grâce justement à la technologie. Je pense que notre pays, le Cameroun, doit parier sur le savoir, comme l'a dit le professeur Pondy tout à l'heure, sur les connaissances. Nous devons gagner le pari du savoir. C'est le seul pari qui pourrait véritablement permettre notre développement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. OK. Yvan? Oui, Lionel. Oui. D'autres questions? Il y a une question pour Monsieur Athé sur la couverture de Camtel. Camtel a-t-elle une couverture Internet nationale accessible et stable à tous et à toutes les bourses? Merci, Yvan. Effectivement, c'est là une question de très grand enjeu parce que l'accès universel est le premier, je crois que c'est indispensable pour que la connaissance soit ouverte à tous. La couverture aujourd'hui du haut débit n'est pas totale sur l'ensemble de notre pays. Mais je voudrais insister quand même sur les perspectives qui sont mises en place pour que nous atteignions cet accès universel. Je vais vous donner quelques indications. Au niveau de la couverture en termes de départements, aujourd'hui, nous avons 52 départements sur 58 qui sont accessibles par le backbone national à fibre optique. 168 arrondissements sur 360, si je ne me trompe pas. Non, 201 arrondissements sur 360 qui sont accessibles à la fibre optique. Ça, c'est en ce qui concerne le transport. Maintenant, au niveau de l'accès, l'accès étant le segment le plus important parce que c'est lui qui met l'usager final en relation avec le réseau et les plateformes, par exemple, d'e-learning. Cet aspect-là, effectivement, est peut-être celui qui pêche le plus actuellement dans notre pays. Il concerne donc les accès 4G, mobile 4G, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la FTTH, Fiber to the Home, la fibre jusqu'à la maison. C'est peut-être sur ces deux points-là où beaucoup de travail reste encore à faire. Et je voudrais vous donner un peu l'enjeu pour ces accès-là. L'Union européenne, pas l'Union européenne, l'Union internationale des télécommunications, en 2009, avait défini un canevas pour dire qu'est-ce que doit être le débit d'un usager final à Internet. Ils ont énuméré un certain nombre de services, la voix sur IP, la vidéo, la télévision,
télévision numérique haute définition, la télévision 3D, les jeux en ligne, le téléchargement des fichiers. Et ils ont estimé pour ces différentes applications qu'une connexion pérenne pour un usager final doit avoir un débit de 72 mégabits par seconde. Ça voudrait dire peut-être 20 fois plus que ce que la 4G vous permet aujourd'hui. On va dire peut-être 20 fois. Voilà un peu les enjeux qu'il y a aujourd'hui pour permettre à l'ensemble de notre population, quel que soit l'endroit où se trouve. Et le service universel, c'est quelque chose qui est pris à cœur par le gouvernement, au point qu'il y a un fonds qui a été mis en place, fonds spécial de télécommunications, dont l'objet est justement d'améliorer l'accessibilité des Camerounais au service des télécommunications. Donc, pour être simple, pour résumer, l'accès n'est pas possible, l'accès au débit n'est pas possible pour le moment à l'ensemble de la population, mais il y a des perspectives qui se dessinent pour que cet accès soit effectif. On va dire à l'horizon 2030, c'est l'horizon que fixent les objectifs du millénaire pour le développement. 2030, on espère qu'on aura un accès très haut débit sur l'ensemble du territoire, mais en attendant, il y a un chemin qui est déjà fait et qui permet quand même peut-être à 60% de la population camerounaise d'avoir un débit plus ou moins haut. Le meilleur est en chemin et ça a très vite perceptible par la population camerounaise. Yvan, question pour Totri. Deux dernières questions. Une pour Audrey et l'autre pour M. Bonjao. Pour Audrey, le e-learning, qu'est-ce qui est prévu pour les collèges et lycées des communautés urbaines qui souffrent de coupures courantes d'électricité? Et pour M. Bonjao, le e-learning n'encourage-t-il pas la paresse? Ceci ne limite-t-il pas l'esprit de la recherche? Pour un internaute. Merci beaucoup, Yvan. Je pense qu'effectivement, la question de l'accès, de l'importance de l'accès à l'électricité a déjà été évoquée concernant l'utilisation des plateformes de e-learning. Donc, il va de soi aujourd'hui qu'effectivement, c'est un paramètre très important, par exemple, pour l'utilisation d'une plateforme comme Toutri. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sur... nous devons effectivement aller sur des sources d'énergie alternatives qui permettront l'accès à des plateformes de e-learning, même en cas de coupure d'électricité, également en cas de problème de connexion Internet. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs du e-learning et fournisseurs d'une plateforme, nous faisons actuellement en fonction de l'écosystème, l'état de l'écosystème actuellement, notamment en termes d'accès à l'électricité. Donc, pour ce jour, il est encore possible pour un élève, parce que dans les bibliothèques numériques, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir les fichiers disponibles, en fait. C'est-à-dire, par exemple, la coupure d'électricité, du moment que j'ai encore un peu d'énergie, je peux quand même avoir mon cours ou aller l'imprimer. Bref, j'ai différentes options. Mais si c'est, par exemple, pour une utilisation en live, il va sans dire que nous sommes tous aujourd'hui heurtés à ce problème d'accès à l'électricité. Donc, pour l'instant, ça reste encore une des limites que nous espérons pouvoir combler dans les années à venir, avec également l'évolution dans ce secteur. OK. Merci, Audrey. Monsieur Bonjao. Oui, la question, c'était est-ce que le e-learning n'encourage pas la paresse? Je ne le pense pas. Je pense en effet que le e-learning, c'est une méthode totalement différente des cours en présentiel. Et ce qu'il faudrait, c'est simplement l'adaptation. On ne revient pas là-dessus, on a parlé des avantages gigantesques du e-learning. Si on est déterminé, comme on peut l'être en présentiel, si on est déterminé, on peut poursuivre le e-learning et aller même au-delà des connaissances qu'on aurait pu acquérir par les études en présentiel. Donc, c'est une question de
de l'état d'esprit, si je puis dire, de l'apprenant. Même en présentiel, si vous voulez être paresseux, vous pouvez être paresseux. Lorsqu'on fait du e-learning, on le fait avec des gens, avec des étudiants qu'on présume veulent réussir. Donc, a priori, je ne vois pas de raison qu'ils soient paresseux. En revanche, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à s'adapter à ce mode de travail. Nous l'avons connu lorsque nous avons lancé l'Université virtuelle africaine, comme l'a rappelé le professeur Pondi, qui est basée, dont la maison mère, on va dire, est basée à Nairobi, mais qui couvre une trentaine de pays africains. L'université virtuelle marche très bien. Nous l'avons lancée en 2000. 20 ans après, elle existe toujours. Elle s'est même développée davantage et elle est dirigée par un excellent professeur, en l'occurrence le professeur Bakary Diallo, un Sénégalais d'origine. Donc, c'est une fierté africaine parce que les programmes sont conçus par les Africains, par les professeurs africains, par le corps enseignant africain et pour les Africains. Voilà. Donc, pour moi, je conclue en disant que non, je ne vois pas l'aspect paresse dans le e-learning. Mais je reconnais volontiers que c'est une autre façon d'appréhender l'enseignement, d'appréhender la connaissance. Et il faut justement s'adapter. Le professeur Pondi a parlé de modernisation tout à l'heure. La modernisation, c'est aussi la capacité de s'adapter à tout ce qui est nouveau, pour autant que ce qui est nouveau soit intéressant, pour autant que ce qui est nouveau soit utile dans une perspective de développement. Et merci, M. Jacques Bonjao. La dernière vague de questions est pour moi, avant de faire d'un tour de table pour le mot de la fin. Je commencerai par vous, parce que vous avez parlé de l'Université virtuelle africaine, dont le siège est basé à Nairobi. Je suis tenté de me demander, de poser la question, à quand une université virtuelle africaine basée au Cameroun? C'est une très bonne question. Je dois quand même rappeler que lorsque nous avons lancé l'Université virtuelle africaine, aux alentours de 2000, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de résistance. C'est vrai que nous devions aussi faire un travail de pédagogie pour mieux expliquer le sens de notre démarche. Parce que beaucoup de gens estimaient que, voilà, avoir des cours à distance, justement, n'avait aucun sens. Parce qu'il n'y avait pas un professeur dans une salle de classe, il ne pourrait pas interagir avec les étudiants, ce qui n'était pas tout à fait exact. C'était une question d'ignorance. C'est pour ça que je dis qu'il aurait fallu que nous fassions davantage notre travail de pédagogie. En tout cas, il y a eu beaucoup de résistance au départ. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, voilà, ça s'est généralisé. Et je dirais même qu'à l'ère du Covid, Covid-19 j'entends, et même d'autres pandémies, hélas, à venir, l'enseignement à distance va devenir incontournable. Comme le téléenseignement, comme la télémédecine, on voit déjà dans certains pays qui résistaient même, là je parle des pays occidentaux, qui résistaient même à la télémédecine, qui désormais pensent que la télémédecine, c'est la voie à suivre. Je pense à quelques pays européens. L'Europe a beaucoup de retard en matière de télémédecine, il faut le savoir. Il n'y a que des pays comme le Canada et les États-Unis, dans une moindre mesure, qui ont connu des avancées dans ce domaine. Donc, tout cela pour dire que tout ce qui est téléenseignement, télémédecine, télétravail, etc., va devenir primordial, sinon incontournable. Il faudrait donc qu'on s'y prépare, et non seulement en raison du contexte de la pandémie, mais c'est aussi en raison des bénéfices dont on a parlé tout au long de cet échange. Les coûts sont relativement faibles. Ça permet aussi, d'une certaine façon, davantage d'efficacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de perdre du temps à se déplacer pour aller dans une salle de classe. Le temps qu'on économise, pour ainsi dire, on peut le consacrer à faire davantage de la recherche.
à étudier davantage, etc. Et l'enseignement à distance aussi n'est pas obligé d'être live, si je puis dire. Audrey parlait tout à l'heure du live. Live, c'est l'idéal. Mais on peut aussi faire ça offline, c'est-à-dire que vous pouvez même télécharger des cours et dire, bon, je suis très fatigué en ce moment, je ne suis pas paresseux, mais je suis très fatigué en ce moment. Lorsque j'aurai un peu plus d'énergie, c'est là que je vais me concentrer sur ces cours. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'est d'une certaine façon, c'est un enseignement sur mesure. Les gens apprennent mieux lorsqu'on ne voudrait pas les formater tous en même temps. Nous tous, on a été à l'école. Il y a des après-midi où vous étiez plus fatigués que d'autres et que vous souhaitiez peut-être que si c'était possible, que le cours soit repoussé à plus tard pour que vous ayez plus d'attention. Mais dans un système en présentiel, la rigidité du système ne permet même pas cette possibilité-là. Nous le savons. Donc, il faut très bien comprendre les enjeux du téléenseignement, de tout ce qui est télé. Ça permet, paradoxalement, entre guillemets, plus d'efficacité. C'est vrai qu'il y a des gens qui, par exemple, à domicile, estiment qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils seraient tentés d'aller ouvrir le réfrigérateur tout le temps pour boire un peu de jus d'orange, etc. Ils peuvent être distraits par d'autres personnes dans la maison. Mais ça, c'est une question, en dernière analyse, c'est une question d'organisation. Si on s'organise très bien, on va se rendre compte que la meilleure option en termes d'efficacité, c'est le téléenseignement, c'est le e-learning. Et ça n'exclut pas que de temps à autre, il puisse y avoir des cours en présentiel pour permettre un échange beaucoup plus convivial entre les différents acteurs. Tout à fait, voilà qui est clair. Je dirais même très clair. Audrey, la question que j'avais pour toi, c'était par rapport à Toutri. Il y a beaucoup d'interactions entre enseignants, parents, élèves sur votre plateforme. Est-ce dit que Toutri est une forme de réseau social de e-learning 100% camerounais? Oui, tout à fait, Lionel, parce que justement, la définition de Toutri, c'est être un réseau éducatif et social. Donc justement, en plus de permettre le téléenseignement et la mesure, le suivi de l'apprentissage, il y a vraiment ce volet social-là qui nous tient à cœur, que l'on souhaite maintenir, l'interaction donc entre ces différents types d'utilisateurs. C'est vraiment la vision en fait de Toutri, un réseau éducatif et social 100% camerounais et qui va se déployer très bientôt à travers l'Afrique et nous le souhaitons bien entendu à travers le monde. Ok. Bonne chance à vous, c'est le Cameroun qui gagne. Docteur Até, il y a quelques mois, pour ceux qui nous suivent, Camtel a eu 3 licences. Une licence du mobile, une licence du fixe, une licence du transport. Et après, ça a induit une réorganisation en interne de l'organigramme. Beaucoup se sont posé des questions, c'est quoi les business units? En fait, il y a eu 3 business units qui ont été créés, qui sont issus des 3 licences que nous avons obtenues. Donc, celle du mobile, la BU du mobile, la business unit du fixe et la business unit du transport. Et aujourd'hui, Dr Até est chef du pôle technique de la BU du transport. J'aimerais quand même qu'il dise un mot sur la BU du transport, qui est quand même un secteur stratégique pour tout ce qu'on vient de parler là, en général, et du développement du digital en particulier. Oui. Merci, Lionel. Effectivement, vous avez tantôt parlé de la restructuration de Camtel et l'octroi de 3 concessions une pour le transport étant ici le réseau qui permet de transporter les services de communication des usagers. Il y a le réseau d'accès fixe, donc c'est celui qui permet donc avec un fil de raccorder l'abonné de chez lui jusqu'au point de présence de l'opérateur. Il y a le réseau d'accès mobile. Lui, il est sans fil, il permet aussi de raccorder l'abonné au réseau de l'opérateur. Alors, l'enjeu pour le réseau de transport,
comme je l'ai dit tantôt, c'est de fédérer l'ensemble des services de communication des opérateurs qui fournissent ces services aux usagers. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le réseau de transport de Camtel, il est mis au service de MTN, de Nextel, d'Orange et des ISP. Il comprend un segment domestique. Le segment domestique, donc, c'est celui qui permet de raccorder tous les recoins du pays, donc de Kiossi à Kousseri. Ce réseau a un linéaire aujourd'hui d'un peu plus de 10 000 km, donc y compris les boucles métropolitaines. À l'échelle, par exemple, de Yaoundé, nous avons une boucle qui permet d'interconnecter les principaux nœuds des réseaux des opérateurs. Donc, on en a 9 boucles comme ça sur l'ensemble du pays, dans les grandes villes. À côté donc du réseau domestique, il y a le réseau international. À ce niveau-là, je dirais qu'aujourd'hui, on peut dire que le Cameroun est autosuffisant au niveau de sa connectivité internationale. TENE, on dénomme 4 câbles sous-marins, un qui nous permet de nous connecter à l'Amérique avec des capacités très importantes. Donc, son point d'atterrissement est à Kribi, avec l'autre point d'atterrissement au Brésil et des prolongements par des partenaires à Miami et à New York. Nous avons aussi un câble sous-marin qu'on appelle WACS, West Africa Cable System. Lui, il part d'Afrique du Sud jusqu'à Londres, avec 14 points d'atterrissement le long de la côte ouest africaine. La station d'atterrissement du Cameroun se trouve à Limbé. Nous avons aussi un autre câble sous-marin dont le point d'atterrissement est à Douala. Celui-là part d'Afrique du Sud et va en Asie à Penang, et en Europe jusqu'à Sesimbra au Portugal, donc 27 000 km. Enfin, le tout dernier, c'est le câble, l'avant-dernier, le câble NCSCS, Nigeria to Cameroon Cable System. Donc, c'est un peu le volet de la coopération africaine. Le Cameroun tient beaucoup donc à cet aspect-là, tout au moins perspective télécommunication. Et vous savez, le Nigeria, c'est aussi un pays à fort potentiel. Donc, vous voyez donc que nous avons là 4 grands câbles sous-marins qui nous ouvrent des possibilités au niveau international. Voilà un peu le décor qui se pose, que je peux dresser du réseau de transport pour lequel je suis effectivement le directeur technique. Et je voudrais souligner l'importance de ces réseaux, hein, la responsabilité qui est celle du business unit de transport, d'assurer la disponibilité des communications sur l'ensemble du pays avec tous les enjeux que vous connaissez, à savoir les empiètements entre le réseau routier, le réseau ferroviaire et tout ce que vous pouvez connaître. C'est vraiment un grand enjeu en termes d'exploitation parce qu'il faut être à même de déployer des gens sur l'ensemble du pays et pouvoir maintenir cette fibre-là en cas de panne. Voilà ce que je peux dire brièvement sur le réseau de transport. Peut-être en ajoutant un dernier mot, c'est le volet segment satellitaire, parce que d'aucuns pourront nous poser cette question. Et qu'en est-il du satellite? Effectivement, ça reste aussi un pan important de ce réseau de transport. Vous savez, on n'a pas des routes qui nous mènent un peu partout sur l'ensemble du pays. Et la fibre optique, généralement, elle utilise les servitudes routières. Donc, là où il n'y a pas de route, comment on fait? Effectivement, le segment satellitaire nous permet d'atteindre ça. Et là, Camtel est en train de développer un point comment dire, un télécentre, un téléport à Zamungwe de dernière technologie qui permettra justement d'avoir cette couverture nationale que permet le satellite. OK. Merci, docteur. Voilà qui est
édifiant sur ce que Camtel a comme infrastructure technique à l'heure actuelle et dans les jours qui arrivent. Ça me permet de créer un câble sous-marin entre Dr Até et M. Jacques Bonjao. On a parlé du CEL, le câble sous-marin Cameroun-Brésil qui est à Kribi. Pour le mot de la fin, M. Jacques Bonjao, vous êtes promoteur de l'Ocean Innovation Center à Kribi, un incubateur. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Et après, embrayer sur votre mot de la fin par rapport au webinaire. Bon, merci, M. Biange, d'évoquer notre centre. En fait, c'est un technopôle qui apparemment n'est pas très connu, hein. Je suis désolé. Il a été pourtant inauguré par les membres du gouvernement, au premier rang desquels le ministre de l'économie d'alors, Monsieur Louis-Paul Motazé, et était aussi présent, entre autres, Madame Libom, qui est la mine Postel. Et il se trouve que c'est le plus grand centre, le plus grand incubateur d'Afrique centrale. Et nous avons principalement 3 missions. La première, c'est celle d'incubation, bien évidemment. Incubation, accélération, j'entends. Et la deuxième mission, c'est la formation. Nous y sommes, une fois de plus. Mais la formation sur des technologies, j'allais dire, très innovantes, très modernes, sinon pointues. Passez-moi l'expression. Moi, je pense par exemple à la blockchain. Si vous voulez venir chez nous, vous pouvez apprendre ce que c'est que la blockchain. Et vous pouvez l'apprendre même en profondeur si vous le désirez. Donc, nous avons quelques ingénieurs qui sont assez pointus pour aller en profondeur des choses, si je puis dire, avec les apprenants. Et ce sont précisément ces ingénieurs qui encadrent aussi, vous l'aurez compris, nos incubés, si je puis dire, c'est-à-dire les startups que nous avons chez nous. Et le dernier volet de notre démarche, c'est le consulting, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que nous agissons comme des consultants, tant au niveau des pouvoirs publics que du secteur privé. S'agissant des pouvoirs publics, par exemple, j'ai été au nom d'OIC, c'est-à-dire au nom d'Ocean Innovation Center, notre technopôle, j'ai été nommé dans un groupe créé par le Premier ministre il y a 2 ans pour le conseiller sur l'économie numérique. Donc, cela participait du dernier volet de notre centre. Voilà un peu l'éventail des services que nous offrons. Il se trouve que nous avons une espèce de vitrine annuelle qui est le forum de Kribi. Et nous parlons désormais du rendez-vous de Kribi. C'est quoi le rendez-vous de Kribi? C'est à la fois un forum et je dirais même un salon où il y a lieu des rencontres une fois par an. Cette année, c'est au mois de novembre, précisément du 12 au 13 novembre, et ces rencontres pendant lesquelles il y a des échanges, bien évidemment. Il y a des retours d'expérience. Vous pouvez développer vos connaissances en participant au forum. D'ailleurs, je vous invite tous, et en particulier Audrey, de venir à ce forum parce que nous souhaitons voir davantage des femmes. Je suis très ravi de voir qu'elle est responsable dans une start-up s'agissant de la technologie. Nous voulons voir davantage de femmes dans la technologie. Nous avons d'ailleurs un prix dans cet esprit, c'est le prix de la jeune fille digitale. Et nous avons les autres prix qui sont les prix pour tout le monde, auxquels les femmes, naturellement, peuvent aussi aspirer au-delà du prix de la jeune femme digitale. Il y a 3 autres prix. Voilà, les femmes qui sont des hommes comme tous les autres peuvent aussi aspirer à ces prix-là. Donc, je vous annonce encore la date, c'est du 12 au 13 novembre à Kribi. Le 13 novembre étant un vendredi, et ce choix a été fait à dessein. C'est-à-dire que si vous venez à cette rencontre, à cette sorte de rencontre au sommet, passez-moi l'expression, vous pouvez avoir le loisir de rester le week-end pour regarder la mer à Kribi. Donc voilà,
en quelque sorte ce que fait Ocean Innovation Center. Nous avons été inaugurés en 2018, comme je l'ai dit, 2017, fin 2017, mais le premier forum, lui a été présidé par Madame Libom, Madame le ministre des Postes, en 2018, au mois d'août 2018. C'est elle qui a présidé la première édition de ce forum et c'est elle qui a remis les prix aux lauréats, à ceux qui avaient gagné ces prix-là, y compris le prix de la jeune fille digitale. Donc, il faudrait penser à ce forum. Si vous voulez davantage d'informations, bien évidemment, je suis disposé à vous les fournir. Je peux vous donner mon numéro WhatsApp, bien évidemment, après cet échange. Donc, voilà. Donc, ça va me permettre donc de résumer ce que je voulais dire aujourd'hui. Le thème est très intéressant. Je remercie Camtel et en particulier M. Biange d'avoir pensé à ce thème qui est décidément d'actualité. C'est un thème extrêmement important à mes yeux. Il faudrait peut-être, d'ailleurs, je ne pense pas que M. Biange va se limiter à une seule session de cet échange autour du e-learning. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Et il faudrait aussi qu'il y ait davantage de pédagogie pour que ceux qui ont posé des questions aujourd'hui et d'autres personnes qui regardent encore le e-learning comme quelque chose d'exotique, qui n'est pas adapté à nos mœurs, qu'ils comprennent que le e-learning va devenir incontournable et qu'il vaut mieux s'arrimer à cette nouvelle façon, à ce paradigme. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Okay. Merci beaucoup, M. Jacques Bonjao, d'avoir accepté de participer. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir eu ce panel. Je vous le dis, cette thématique, il y en aura encore d'autres, parce qu'il y a tellement à dire sur le e-learning, sur les contenus, et c'est tout ce qui va autour de cette problématique du digital. Et je voulais juste ajouter, si je me permets, bon, je ne sais pas si je pourrais donner mon adresse mail. En revanche, je peux être aussi contacté par Twitter, bien évidemment, ou par Facebook. Voilà. Pour ceux qui auraient davantage de questions, tant concernant l'e-learning que notre forum de CRIBI, que notre incubateur de CRIBI. Nous voulons davantage de candidats pour les concours que nous allons lancer très bientôt sur notre site. Ça va être dès la semaine prochaine. Il pourrait avoir les informations sur notre site qui est oiccribi.com. 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 Merci encore une fois. OK, merci à vous. Audrey? Oui, Lionel. Ton mot de la fin? Ok, merci de me passer la parole. Déjà, avant de chuter, j'aimerais revenir en 2-3 mots sur la problématique de la paresse qui est souvent attachée à l'e-learning, en disant qu'effectivement, c'est une crainte que nous avons vue assez présente auprès de la communauté éducative. Mais il va sans dire que, en fait, la paresse n'est pas une problématique qui est uniquement propre à l'enseignement à distance. Il est propre à l'enseignement de manière générale. Tout comme pour l'enseignement en présentiel, nous avons des élèves plus studieux et des élèves moins studieux. Nous en aurons également, bien entendu, dans le cadre de l'enseignement à distance. Maintenant, pour l'enseignement en présentiel, il va sans dire que, justement, vu que c'est un fait, c'est présent en fait. Il y a des garde-fous qui sont mis en place pour permettre de ramener les élèves vers la voie du travail et permettre qu'ils aient un rythme suffisamment soutenu, notamment la discipline ou bien les évaluations. Donc, c'est pour dire en fait que l'enseignement à distance doit pouvoir également s'approprier ces garde-fous. Certains proviendront par exemple de ce qui est déjà dans l'enseignement en présentiel, des évaluations en ligne ou bien du contrôle parental, du suivi, etc., que par exemple nous faisons dans Tout-Tri. Mais il va sans dire que nous sommes aujourd'hui dans une phase d'adaptation. Nous sommes entrés dans le e-learning un peu
un peu, je vais dire un peu à la hâte. Nous avons été confrontés à ça à cause de la pandémie. Nous avons mis un peu les bouchées doubles par rapport à la situation actuelle. Mais il va sans dire que maintenant, par la suite, nous avons besoin d'adaptation, de contextualisation, comme nous le disons depuis le début de ce webinaire. Et par la suite, nous trouverons notre rythme et des problèmes comme celui de la paresse ne seront même plus abordés dans le cadre de ce type d'échange. Et pour finir, je dirais que déjà, nous sommes très reconnaissants, l'équipe Toutri, pour l'opportunité que nous avez donnée de pouvoir échanger aujourd'hui, de pouvoir apporter notre contribution sur la thématique du e-learning et parler un peu de Toutri. Maintenant, il va sans dire que nous avons aujourd'hui, nous avons fixé une mission très importante de réduire le décrochage scolaire, accroître le niveau d'apprentissage en Afrique. Et nous sommes ouverts à tout type d'aide et de partenariat qui nous permettrait d'implémenter le e-learning dans le maximum d'établissements, permettre un déploiement efficace de Toutri dans le maximum d'établissements. Et je pense que le réseau Camtel de manière générale, pourra être très utile dans cette démarche-là. OK. Merci, Audrey. Je voulais, M. Bianjeux, si vous permettez, puisque j'ai entendu Audrey parler de partenariat, nous aussi, nous sommes tous disposés à travailler en partenariat avec tout le monde, y compris la structure d'Audrey, mais aussi Camtel. Nous avons besoin de bandes passantes. Nous voulons gagner ensemble. Je suis content de voir que Camtel, le management de Camtel, vous l'avez exprimé de façon implicite. Le management de Camtel est ouvert voilà, à l'accompagnement qui va nous permettre de faire décoller notre pays. Donc, c'est un peu mon message au management. Si vous pouvez le passer, vraiment, nous avons des problèmes de bande passante. Nous avons besoin d'un appui. On ne peut pas faire tout ce travail-là tout seul. Il sera transmis. Merci. Je peux vous le rassurer. Docteur Athé. Si je peux me permettre, juste une dernière petite phrase, je voulais juste ajouter le fait que pour permettre de faciliter le déploiement du e-learning, il va sans dire que Camtel a un ensemble d'outils mis à la disposition du public pour permettre, par exemple, d'avoir la connexion Internet à domicile, entre autres. Et via le réseau Toutri, le Camtel peut donc avoir la possibilité, toujours dans le cadre de renforcer le déploiement de e-learning proposé dans ces différents services-là directement depuis le réseau Toutri qui abritera dès cette rentrée 20 000 par an. Donc, c'est également une opportunité pour nous de travailler ensemble pour permettre un déploiement efficace du e-learning au sein de la communauté éducative. Merci Audrey, on prend note. Docteur Athé. Oui, merci Lionel. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir dans ce panel. Je voudrais remercier l'aîné Jacques Bonjao. Quand il était à Microsoft, j'étais étudiant et j'étais toujours très... Pour moi, c'était un honneur de savoir qu'on avait un compatriote qui occupait des fonctions très importantes dans une entreprise majeure de TIC. Et je voudrais aussi remercier le professeur Jacques-Emmanuel Pondy qui est parti et Audrey aussi pour la très belle initiative qu'elle promeut avec ses partenaires. Je voudrais dire aussi que le partenariat, nous sommes en fait les acteurs de l'inclusion éducative en fin de compte, parce que aussi bien en tant que fournisseurs de plateformes ou bien même acteurs de l'enseignement, comme le professeur Jacques-Emmanuel Pondy, nous, Camtel, vraiment, c'est une synergie qui doit nous permettre qu'il y ait une inclusion, la diffusion de la connaissance dans notre pays. Et nous sommes tous gagnants parce que la connaissance, c'est le développement. Et pour chuter, je voudrais vraiment dire à titre personnel, le plaisir que j'ai éprouvé à passer cette heure avec vous, parce que dans une vie antérieure, j'ai été enseignant, donc un acteur de la diffusion de la connaissance. Je le suis aujourd'hui en tant qu'opérateur et je voudrais rassurer
M. Jacques Bonjao que nous sommes ouverts, attentifs à leur fournir de la bande passante et surtout que les activités qu'ils promeuvent sont des activités majeures pour nous parce que c'est la formation de l'aide, c'est la formation du pays. Et moi, à ma prochaine visite à Kribi, je me ferai un devoir, un plaisir de venir vous rendre visite. Je vous préviendrai bien naturellement avant. Voilà ce que je peux dire. Nous en serions ravis. Hein? Merci. Merci. Donc, acte 7 du Comité Digital Talk, c'est fini, mais ce n'est pas encore fini parce que nous allons continuer. Ce n'est qu'un premier pas pour assurer Toutri, Audrey, M. Jacques Bonjao. L'objectif du Comité Digital Talk, c'est certes d'édifier les internautes, nos abonnés, mais c'est aussi une volonté de Madame le directeur général de créer une synergie entre Camtel, le bras séculier de l'État, et les acteurs du digital. Bonne fin de journée à tous et rendez-vous au prochain webinaire. Bye. Merci. Au revoir, Lionel. Au revoir, docteur. Audrey? 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 Audrey, vous m'écoutez toujours? Oui, je voulais une fois de plus vous inviter à venir visiter notre data center. Je crois que ça pourrait vous inspirer de certaines choses. Avec plaisir. Ça vous donnera des idées peut-être de développement. Voilà. Voilà, donc je prendrai votre contact chez M. Bianchi. D'accord. OK. Allez, bye. Au revoir. Bye.